Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire qui porte sur l'utilisation des données de santé. Donc, ce qu'on verra dans ce webinaire, c'est comment utiliser les données de santé, dans quel cadre, quelles sont les données qui sont concernées et est-ce qu'on peut réutiliser ces données. Et pour ce webinaire, je suis accompagnée de Anne Thompson que je vais te laisser te présenter. Bonjour Claire, merci. Alors, moi je suis Anne Thompson, je dirige le département juridique de Withings depuis un peu plus de 4 ans et je suis également déléguée à la protection des données personnelles chez Withings. En fait, chez Withings, on fait des objets connectés pour la santé. Donc, ça a commencé par des balances, ensuite des montres connectées pour le suivi d'activité, du rythme cardiaque, de la qualité de sommeil, ensuite des tensiomètres, des thermomètres et puis des capteurs sommeil également. Et cette gamme s'étoffe de jour en jour et également apporte de nouveaux capteurs et de nouvelles mesures de plus en plus profondes sur la santé. Et dans ce contexte, la gestion conforme des données de santé chez Withings, c'est à la fois une aventure du quotidien, une aventure d'équipe et une aventure de terrain. Donc, il faut imaginer que c'est une enquête de terrain avec toutes les parties prenantes chez Withings, qui soient au sein de l'équipe conformité ou au sein des équipes produits, des équipes recherche et des équipes support, grâce à l'aide de tous les référents des traitements de données. On arrive à cartographier l'ensemble des traitements pour pouvoir ensuite communiquer avec en interne ou avec nos clients, par exemple, via notre politique de confidentialité sur la réalité précise de nos traitements de données. Donc, une aventure passionnante. Et toujours pour se poser les questions des données de santé, comment les traiter, qui est le cœur du métier de Withings. Moi, je suis Claire Leroy, je suis consultante en protection des données dans le cabinet Withings. Donc, Withings, c'est un cabinet de conseil en protection des données. C'est aussi un organisme de formation et également l'éditeur d'une plateforme de pilotage de la conformité. Donc, comme vous l'aurez compris, le sujet du jour, c'est les données de santé et comment traiter ce sujet sans se poser la question « mais qu'est-ce qu'une donnée de santé ?» Et donc là, avec cette question, on se pose face à un premier problème, c'est qu'on a deux définitions de la donnée de santé auxquelles sont attachés des régimes juridiques. On a une première définition dans l'RGPD, qui est interprétée par la CNIL, les institutions européennes, et une autre définition franco-française dans le Code de la santé publique, à laquelle est attaché un régime assez lourd. Et donc la question de la définition de la donnée de santé est une question importante, puisque pour savoir est-ce que les données qu'on traite rentrent dans telle ou telle définition, savoir si on rentre dans telle définition, ça va conditionner le régime qu'on va appliquer. La première définition est donc celle du RGPD, donc aux articles 4 et 9, qui parle de données sensibles concernant la santé, ou plus précisément de données qui permettent de déduire l'état de santé d'une personne, que ce soit son état de santé physique, mentale, passée, présente, future. Donc globalement, c'est toute information qui va donner une indication sur la santé, que ce soit dans un cadre médical ou non. Donc c'est très très large. On peut aller de l'indication d'une pathologie à des données qui seules ne donnent pas d'indication sur la santé, mais qui, combinées ensemble, peuvent donner une indication sur la santé. Ou encore d'une information, par exemple, le fait que telle personne est patient de tel médecin spécialisé, ça donne une information sur la santé de la personne. Et c'est en pratique une question qui s'est posée chez Withings, de savoir quelles sont les données qui sont des données de santé au sens du RGPD, pour savoir quel régime appliquer. Oui, exactement. Ça a été des longs échanges pour savoir dans quel cas on se retrouve face à une donnée de santé. Et ce qui est très intéressant dans la définition donnée par la CNIL, soutenue par le RGPD et également la Cour de justice, c'est cette contextualisation de l'utilisation de la donnée. Alors, on pourrait se dire, par exemple, comme il y a beaucoup d'imaginaire autour de la donnée de santé, une donnée d'activité, c'est pas une donnée de santé, une donnée de poids, ça n'est pas une donnée de santé. Par contre, une donnée de tension, c'est absolument une donnée de santé, ou une donnée, un ECG, un électrocardiogramme, c'est également une donnée de santé. Chez Withings, on pense différemment, et puis je pense que la loi doit être interprétée différemment également. Une donnée d'activité, c'est tout à fait révélateur d'une donnée de l'état de santé d'une personne, d'autant plus en fonction des cas d'usage, en fonction des contextes.
Et puis aussi, dans l'imaginaire, on peut se dire une donnée de santé, c'est quand on est malade, par exemple. On va traiter avec beaucoup plus de sensibilité la donnée de santé d'une personne malade que une donnée de santé d'une personne en bonne santé. Donc non, tout ça, on en a parlé, ça a été évacué. Donc le contexte qu'on prend en compte. Par exemple, nos trackers d'activité sont utilisés beaucoup dans des cadres de recherche tels que l'amélioration, la rémission d'un cancer grâce à l'activité physique. Donc là, on se rend compte qu'une activité, la mesure d'activité, c'est très intéressante pour le sportif en bonne santé qui fait 3 tours de terrain par jour. Très intéressant aussi pour quelqu'un qui est en mauvaise santé et qui se remet d'un cancer. Le contexte très important. Et du coup, chez Withings, toutes les données physiologiques peuvent à un moment donné, seules ou croisées, pour reprendre le lexique de la CNIL, nous amener à déduire un état de santé d'une personne, que ce soit une simple mesure de poids, d'activité ou des mesures plus profondes de tension, d'électrocardiogramme, de diabète, etc. Ces données donc sont des données sensibles. C'est ce que nous incite à déduire la CNIL et le RGPD. Une donnée de santé, une donnée physiologique, quelle qu'elle soit, quel que soit le cas d'usage, c'est une donnée sensible qu'il faut traiter comme telle. C'est ça, donc on a une définition qui est très large, qui englobe beaucoup de données. Et la CJU a eu l'occasion de préciser que dès lors qu'on avait un traitement qui permettait de déduire par une opération intellectuelle de l'esprit une donnée sensible, donc elle l'a généralisé à toutes les données sensibles, dans ce cas-là, on considérait que la donnée était une donnée sensible et notamment une donnée de santé. Et en complément donc, de cette définition très large, on a une définition dans le Code de la santé publique à l'article L1111-8 qui, lui, va parler de données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins. Ah oui, pour préciser, quand on parle de données de santé ici dans un terme très général, mais on parle bien de données personnelles de santé, donc qui donnent une indication, qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Et ici, donc, on a dans le Code de la santé publique cette définition qui va s'attacher plus au cadre dans lequel les données sont produites ou recueillies. On est ici dans un cadre plus médical au sens courant. C'est exactement ça. Donc le cas d'usage le plus fréquent, c'est l'autosuivi d'une personne qui est content d'avoir un retour objectif sur son activité, sur l'activité de son corps, sur une application d'autosuivi. Donc l'application Withings typiquement. Un autre cas d'usage, ça sera un échange avec des professionnels de santé ou une prise de données physiologiques à l'initiative du professionnel de santé. Donc là, il faut imaginer qu'on est dans un contexte où le secret médical a beaucoup d'importance. Et que les échanges, c'est un traitement de données, les échanges qui doivent être sécurisés pour donner toute sa chance au secret médical de se réaliser. Donc, on sait très schématiquement, on va opposer l'autosuivi qui porte sur des données sensibles de données de santé et le suivi médicalisé ou qui implique un professionnel de santé. Et donc, dans un premier cas, on est sur un traitement de données sensibles. Dans un second cas, également, traitement de données sensibles, mais on va plutôt imaginer comment opérer l'hébergement dans le cloud, par exemple. Cet hébergement doit répondre à des normes de sécurité plus élevé qu'au domicile du client, par exemple. Et également, on va fournir énormément de sécurité. Donc, c'est beaucoup plus technique que l'impact de la définition du Code de la santé publique va impliquer la cybersécurité, les ingénieurs plateformes, etc. Le RGPD, la définition de la CNIL, évidemment, c'est aussi les ingénieurs produits, mais une définition plus juridique qui a trait à la confidentialité du traitement des données. C'est ça. Donc là, on est dans un cadre un peu plus spécifique et ça s'explique parce qu'on a un cadre de secret médical. Et dans ce cas-là, on rentre dans un autre régime qui est assez lourd parce que c'est le régime de l'hébergement certifié. Donc, pourquoi on dit que c'est un régime lourd? Parce que, comme tout régime de certification, on a donc un dépôt, le dépôt d'un dossier, donc un dossier qu'on a constitué, dans lequel on a des pièces qui vont prouver qu'on respecte certaines normes, notamment des normes ISO 27001 ou des normes en termes de protection des données personnelles. Ce dossier va être transmis à un organisme
accrédité qui donc va faire un audit sur pièce, donc sur ces pièces qu'on aura transmises, puis un audit sur place pour vérifier que ce qu'on dit qu'on respecte comme norme est dans les faits effectivement respecté, avant de pouvoir donc délivrer ce certificat de conformité. Et on doit prouver continuellement qu'on respecte ces normes, puisqu'il y a des audits de surveillance annuels qui sont réalisés par ces organismes, et le certificat doit être renouvelé tous les 3 ans. Donc c'est assez lourd en ce sens, mais qui se justifie par le fait de continuer le secret médical dans l'hébergement des données. Voilà, c'est ça. Donc c'est le traitement des données de santé dans un cas d'usage qui implique les professionnels de santé ne peut être réalisé que si on obtient la certification HDS. Ça, c'est le cas français. Et les organismes français sont très, très stricts sur un référentiel de sécurité de l'hébergement des données de santé. Cela dit, l'HDS, ça parle pas forcément en dehors de la France. Donc, on va se référer à des systèmes de certification internationaux tels que ISO 27001, c'est pour la sécurité des données. Aux États-Unis, ça répond aux normes IPA concernant les professionnels de santé aux États-Unis. Et puis 27701, c'est également une norme qui permet de tester la qualité du traitement des données en interne, qui répond davantage au référentiel du RGPD. Typiquement, chez Withings, récemment, on a renouvelé notre certificat 27001 qu'on avait obtenu 3 ans auparavant, et initier une certification 27701 pour tester notre capacité à respecter RGPD. Et on vient d'obtenir ces 2 certifications après 10 jours à 2 semaines d'audit. Donc c'est impliquant toutes les équipes chez Withings. Et donc ce certificat HDS, c'est donc un certificat qu'on doit obtenir pour dans le cadre d'échanges avec des professionnels de santé, donc lorsqu'on doit héberger des données de santé qui répondent à cette définition du Code de la santé publique. Mais ça a aussi un avantage. Donc l'avantage dans ce cas-là, c'est qu'on peut travailler avec des professionnels de santé. Et l'avantage aussi, c'est d'obtenir une certification, un label par un organisme tiers qui est gage de confiance pour les partenaires avec lesquels on va travailler et pour les clients auxquels on offre nos services. Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire que 27001, on devait l'avoir pour travailler avec les professionnels de santé. Une fois qu'on l'a obtenu, on l'a étendu. C'est pour ça que la certification a été assez longue cette année. On l'a étendu à l'ensemble de nos activités. Donc, on n'est pas obligé de l'avoir pour l'autosuivi. On l'a étendu dans ce cas-là, puisque comme on sait le faire, autant faire bénéficier la totalité de nos clients d'un maximum de sécurité dans nos traitements. Et ajouter 27701, ça n'est pas du tout obligatoire non plus, mais ça nous permet, nous, d'avoir plus confiance en nous et surtout de répondre à cette exigence de confiance de l'écosystème et surtout des clients. Donc, dans certains cas, c'est indispensable pour rentrer sur le marché. Dans d'autres cas, ça rassure tout le monde, effectivement, de pouvoir apporter des garanties de confiance, sachant que c'est un tiers qui vient nous auditer avec des process assez lourds, qui nous demande d'être prêts techniquement et au niveau de la qualité de la documentation, de la conformité également. C'est ça. Bon, après, ça reste un régime lourd, donc il faut bien avoir l'intérêt de le choisir quand on n'a pas l'obligation. Par exemple, imaginons que je traite les données de santé parce que je suis service RH. Bon, j'ai pas nécessairement l'obligation d'avoir un hébergement certifié. D'où l'intérêt aussi de bien définir qu'est-ce qu'une donnée de santé et de vérifier quelle est la donnée qui est concernée. Mais toujours est-il que si je traite des données de santé au sens du RGPD, il y a quand même le régime du RGPD qui va s'appliquer parce que c'est des données personnelles qui sont sensibles. Et dans ce cas-là, il y a une interdiction de principe qui est posée par le RGPD de traiter ces données sensibles, avec toutefois des dérogations limitatives. Et dans ce cadre-là, il faut pouvoir démontrer qu'on entre bien dans un de ces cas, dans une de ces dérogations. Donc, c'est-à-dire pouvoir justifier que, par exemple, j'ai une obligation légale qui m'oblige à traiter des données de santé, que je dois défendre un droit en justice ou que je dois traiter ces données dans un intérêt public. Et tout ça à documenter, par exemple, dans le registre, lorsqu'on fait notre fiche de traitement, expliquer que, en plus de la base légale qui permet de traiter des données, expliquer dans quelle dérogation on entre pour traiter ces données sensibles.
Mais lorsqu'on n'entre pas dans ces cas limitatifs, enfin, la globalité de ces cas limitatifs, tels que l'obligation légale, les données rendues publiques, le droit en justice, les sauvegardes d'intérêts vitaux, etc., et qu'on est une entreprise qui propose des services comme Withings d'objets connectés, on va devoir se tourner vers le consentement qui répond aussi à des exigences particulières et exigences qu'on doit prouver, démontrer qu'on respecte. Donc, le fait qu'on a une collecte, un consentement qui est explicite, qui est spécifique au traitement qu'on va faire sur les données, qui est aussi éclairé. Donc là, c'est tout un travail de pédagogie pour expliquer pourquoi on a besoin des données, qu'est-ce qu'on va en faire, combien de temps on va les conserver, et également laisser la liberté aux personnes de retirer leur consentement, parce que le consentement doit toujours être libre. Et c'est des exigences que lorsque vous traitez des données de santé chez Withings, vous respectez et vous démontrez, notamment dans votre politique de confidentialité qui est très explicite. Oui, exactement. En fait, le consentement, c'est très structurant. C'est le départ et l'arrivée de toute chose chez Withings. Le consentement de nos clients en B2C, mais également des patients, des professionnels de santé qui sont nos clients B2B, et viennent nous voir avec cette attente qu'on traite leurs données de santé. Donc le consentement, il est a priori confié en même temps que cette attente. Pour autant, on va s'attarder à augmenter le plus possible la qualité de ce consentement avec la qualité de l'information. Donc, en interne, on a réussi, comme je disais tout à l'heure, à cartographier l'ensemble de nos traitements grâce à la participation active de l'équipe conformité et de chacune des équipes produits, recherche, etc. Et ça nous permet d'arriver vers nos clients avec une information claire sur quels traitements sont opérés, par exemple quand il utilise nos produits ou quand il appelle notre service client ou quand il demande accès à ces données, et puis quels sous-traitants sont utilisés. Donc, par exemple, chez Withings, on explique sur notre politique de confidentialité qu'on a recours à un hébergement français, certifié HDS pour sa part, mais on va expliquer également qu'il va nous aider dans le cadre de la sécurisation des transactions bancaires quand vous achetez vos produits sur notre site internet. Donc, on s'est attaché à fournir un maximum d'informations et normalement, c'est le plus clair et le plus transparent possible. Et ensuite, il y a le cas d'usage d'installation des produits et de l'application sur le smartphone où on lui rappelle assez fréquemment comment sont traitées ces données, quel consentement il peut donner et comment il peut l'enlever également. Donc, le consentement, par exemple, s'il veut recevoir des promotions Withings, il a un produit, du coup, on pourra lui en proposer un deuxième à moins 30%, par exemple. Bon, il peut absolument dire oui, je suis d'accord ou pas d'accord, et puis ensuite retirer ce consentement de la manière aussi simple qu'il l'a donné. Donc ça, c'est important aussi sur la forme de l'accompagner dans sa manière de s'exprimer ou d'exprimer son consentement. Et ça, c'est quelque chose qui est possible parce que vous êtes vous êtes directement en lien avec les clients et donc vous êtes responsable de traitement dans ce cas-là. Donc cette obligation de demander un consentement qui soit valide pèse en tant que responsable de traitement sur Withings. Lorsque vous êtes en B2C, puisque vous avez identifié que c'était votre responsabilité, et ce que vous avez identifié, c'est que dans les situations où vous êtes en B2B, vous êtes plus en sous-traitance, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas de responsabilité sur ce consentement et cette information des personnes. Exactement. Donc la responsabilité porte davantage sur le responsable de traitement. Donc nous on fait preuve de cette responsabilité depuis plus de 10 ans. Et en fait, le système RGPD et les systèmes de certification font peser sur tous les acteurs de la chaîne tout un ensemble de responsabilités et ils doivent être tous plus ou moins co-responsables de telle ou telle obligation jusqu'à ce que, en bout de chaîne, la personne concernée par le traitement des données se sente à la fois en confiance sur un traitement qui garantit la confidentialité, mais qui aussi garantit la maîtrise de ses droits s'il veut demander la suppression de ses données, par exemple. Donc l'hébergeur a un rôle à jouer, qui est autant d'un point de vue
confidentialité qu'un point de vue sécurisation des hébergements. Nous, on a une partie hébergement sur l'infogérance, mais aussi éditeur d'application. Donc, en tant que sous-traitant éditeur d'application, on a un grand rôle à jouer. Et là, on connaît la place de nos clients responsables de traitement, les professionnels de santé, et on peut les accompagner aussi au quotidien sur comment tenir un registre de traitement, comment obtenir un consentement libre et éclairé de la part des clients. C'est parce que la situation en B2B, c'est que vous travaillez en direct avec des professionnels de santé qui, eux, vont proposer soit la plateforme d'échange de leurs données avec les professionnels de santé à leurs patients, soit vont proposer aux patients d'utiliser des produits d'autosuivi de Withings, par exemple un tensiomètre qui va envoyer des données directement. Voilà, c'est ça. Donc, un patient qui utilise l'autosuivi, bon, ça, on va le prendre comme nos clients habituels. Hein. Mais là, les cas d'usage avec les professionnels de santé, c'est plutôt effectivement, par exemple, le suivi des patients à distance. Et on va pas forcément entrer en contact via nos outils connectés avec la montre ou la balance ou le tensiomètre, oui, mais pas avec notre application. Donc, on aura du mal à lui expliquer notre traitement des données. Donc là, ce qu'il faudra qu'on fasse, ce qu'on fait au quotidien, c'est expliquer tout ça à notre responsable de traitement, notre client qui est responsable de traitement, via une annexe protection des données, également très documentée. C'est une collaboration avec notre client sur ses obligations de confidentialité dans le traitement des données. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes informations qu'il y a dans la politique de confidentialité, mais il y a aussi beaucoup d'informations et beaucoup d'obligations de part et d'autre et de collaboration dans, par exemple, le client veut accéder à ces données, Withings, on s'engage à aider le responsable de traitement qui sera un hôpital, par exemple, à fournir ces données au client. C'est ça. Donc, on a compris, il y a un cadre à respecter donc, pour utiliser les données de santé et donc cet effort de tracer tout ce qu'on fait, documenter, et un effort de pédagogie aussi des personnes pour leur expliquer ce qu'on fait de leurs données pour obtenir, là, dans ce cas-là, un consentement qui soit éclairé. L'autre question qu'on peut se poser, c'est une fois qu'on a collecté ces données, qu'on les a utilisées dans le cadre primaire pour fournir le service directement à la personne, est-ce qu'on peut réutiliser ces données? Ça, c'est une question très intéressante, passionnante, qui nous occupe beaucoup chez Withings. On pense que notre philosophie, c'est que le RGPD autorise la réutilisation des données à des fins de recherche. C'est pas écrit en gras dans le texte, hein, mais c'est encouragé c'est encouragé à condition que le principe fondateur, le socle, la confidentialité des données et puis aussi la maîtrise par les personnes concernées sur leurs données est assurée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe, ça fait plusieurs années qu'on travaille tous les industriels et puis nos clients sont très informés sur leurs droits, donc ils nous apportent beaucoup de savoir également en interagissant avec nous. On s'est tous emparés de la réglementation RGPD pour construire cette culture de la responsabilisation industrielle et aussi confidentialité et maîtrise des données par les personnes concernées. Une personne n'est plus seule face à Facebook qui traite ses données ou face à Withings qui traite ses données. Il est accompagné par une réglementation stricte et claire. Donc ce socle maintenant commence à être mûr, commence à être solide et on peut regarder d'autres versants et l'un des versants c'est cette maîtrise des données par l'industriel. Donc tout à l'heure tu expliquais qu'on parlait des données personnelles identifiantes directement ou indirectement. Donc là le contexte, c'est qu'on va s'éloigner de l'identification des personnes. On n'est plus du tout dans ce sujet-là, de l'identification des personnes. Autant, dans un premier temps, on a besoin de savoir que la donnée que je collecte de Claire, je la restitue à Claire. Donc, l'identification est importante. Dans un second temps, la donnée a été déidentifiée. Cette donnée de tension me permet de faire des recherches statistiques, épidémiologiques, et puis aussi les potentiels sont infinis, mais notamment, ce qui est le plus important chez nous, c'est de pouvoir offrir des nouveaux produits, des produits plus innovants, plus précis, plus profonds dans la capture de données médicales et donc améliorer nos algorithmes et améliorer la recherche.
Mais donc, c'est un sujet vraiment, vraiment fascinant parce que les cas d'usage le potentiel est illimité. Aussi, donc ça c'est à l'arrivée. Et au départ, la question, ça pourrait être de dire, Claire, je vais utiliser les données de santé qui te concernent pour faire de la recherche. Et tu pourrais dire, ah non, pas du tout. Déjà, RGPD dit que c'est mes données. Je veux pas du tout que tu les traites. Respecte-moi, respecte mes droits. Donc, à ce stade, on rappelle un petit peu le contexte juridique, c'est qu'il n'y a pas de concept de patrimonialité sur les données personnelles de santé. Je ne peux pas dire, tiens Claire, je vais te donner toutes mes données personnelles et mes données de tension. Donc, et même si je faisais ça, en fait, ça me priverait pas. Oui. Donc, c'est pas parce que tu vas utiliser des données qui me concernent ou réciproquement que l'une ou l'autre se sentira privée, quoi. Donc le concept de c'est mes données, tu ne les utilises pas, c'est inopérant. Et alors un autre aspect assez émotif sur ce traitement ultérieur, c'est qu'on va demander l'autorisation, parce que le consentement, hein, c'est toujours super important, l'autorisation à une personne de traiter ses données à des fins de recherche. Si cette personne est en bonne santé, elle va dire non, c'est mon patrimoine, c'est ma maîtrise, il n'y a que moi qui ai accès à ces données, qui peut manipuler ces données. Une personne qui est en mauvaise santé aura une réaction complètement inverse en disant mais oui, absolument, s'il y a un potentiel pour faire avancer la recherche médicale notamment sur ce sujet, d'ailleurs pourquoi tu n'es pas en train de faire de la recherche maintenant au lieu de me parler. Donc les retours vont être très très différents et toujours assez émotifs. Donc on peut aussi désensibiliser ce sujet en disant on n'est pas sur des données identifiantes, on ne prive personne. La maîtrise a été donnée aux personnes concernées, on ne remet jamais ça en question, la confidentialité non plus. Une fois qu'on a créé des bases de données non identifiantes, donc dans certains cas, les cas d'usage interne, ça va être des données pseudonymisées. Dans d'autres cas, si on collabore avec des entités extérieures, comme des organismes publics ou des universités, ce sera des données anonymisées qui suivent tout un process d'anonymisation. Et ensuite, oui. C'est ça. Ici, on va réutiliser, donc toujours en ayant à l'esprit qu'on va utiliser des données qui sont non identifiantes pour respecter le principe de minimisation, puisque dans le cadre des recherches en interne, on n'a pas besoin de savoir à qui appartiennent ces données, mais ce qu'on veut, c'est améliorer les produits, améliorer les algorithmes. Et dans ce cas-là, on pseudonymise, ça veut dire que les données restent personnelles, donc elles restent soumises au RGPD, mais elles ne sont plus directement identifiantes. On va enlever tous les éléments qui sont directement identifiants pour les remplacer par des numéros. Et les données qu'on va transmettre aux chercheurs, c'est des données, un jeu de données sans ces données directement identifiantes, mais seulement avec les données dont ils ont besoin et qu'on n'aura pas pu anonymiser puisqu'on a besoin de garder une sorte d'individualisation. Oui, l'utilité du jeu de données qui reste exploitable. Et de l'autre côté, ils n'auront pas accès à la table de correspondance qui sera gardée par l'autre service qui, lui, a besoin d'identifier les personnes. Et de l'autre côté, lorsque on partage en externe, donc tu commençais à parler des cas de partage avec des universités ou des organismes de recherche. Dans ce cas-là, on a besoin de mettre encore plus de confidentialité sur les données. Et là, on va aller plus vers de l'anonymisation qui consiste là à complètement anonymiser les données, c'est-à-dire les rendre non personnelles. Et dans ce cas-là, on va sortir du cadre du RGPD. Exactement. Et à ce moment-là, on va arriver sur une autre réglementation, tout en conservant des cas d'usage illimités et une grande potentialité sur la réutilisation de ces données. Ça. Et pour garantir l'anonymisation, il y a quand même un processus à respecter pour s'assurer que les données sont effectivement plus personnelles, parce que sinon on reste dans le cadre du RGPD. Et dans ce cas-là, on a des techniques d'anonymisation. On ne va pas rentrer dans le détail, elles sont, vous pouvez regarder les lignes directrices du CEPD qui en parlent. Mais une étape qui est très importante, c'est l'analyse de risque qui est faite une fois que l'anonymisation, que les techniques d'anonymisation sont utilisées, qui consiste à vérifier que le jeu de données est effectivement non identifiant, qu'on n'est plus capable dans ce jeu de données d'identifier une personne ou de déduire des informations sur une personne en particulier. Exactement. Donc là, nos partenaires de recherche, par exemple, sont aussi très responsabilisés dans les échanges qu'on a avec eux. Donc, on a cette base de données anonymisée qui va leur permettre de faire de la recherche. Donc, nous, on a passé par les étapes anonymisation, puis test de réidentification lorsqu'il est
égale à 0, on peut partager cette base de données avec un partenaire. Et ce partenaire, donc nous, on a des exigences aussi techniques d'hébergement, déjà d'avoir collecté les données de manière conforme au RGPD, d'hébergement sécurisé, de transfert de la base de données sécurisée également, et ensuite des mesures contractuelles également. Le partenaire s'engage à ne jamais tenter quoi que ce soit pour réidentifier les données, avec des bases de données publiques, par exemple. Et ainsi que nous, on s'engage également à ne jamais remonter le fil qui nous a permis de créer une base de données anonymisée sur laquelle les chercheurs vont pouvoir s'amuser et la recherche va pouvoir progresser. C'est ça. Et donc, ce risk assessment se fait au regard des moyens disponibles, des nouveaux moyens techniques qui permettent de réidentifier et des sources publiques, comme tu l'évoquais. Et donc, comme on le disait, une fois que les données sont anonymisées, on sort du cadre du RGPD et là, on peut réutiliser les données. Et la question qu'on se pose, donc tous ces développements, pourquoi est-ce qu'on veut réutiliser les données ? Quel est l'intérêt de réutiliser les données ? Donc, ce qu'il y a, c'est que collecter ces données-là, ça a un coût. Des données de santé, ça veut dire qu'on va mobiliser des patients, on va mobiliser des équipes, des infrastructures. Ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'on a les données, pour faire avancer la recherche, les algorithmes, proposer des meilleurs services aux personnes, une meilleure prise en charge, on a besoin de ces données qui sont coûteuses à utiliser, donc on veut les valoriser. Exactement. Donc l'anonymisation, ça permet de désacraliser cette donnée qui a été personnelle à un moment donné, puis ensuite qui n'est plus identifiante. Comme je disais tout à l'heure, quand on parle de réutiliser des données à des fins ultérieures, il y a eu sûrement des dérives qui ont donné lieu à cette crispation. Donc là, à la fois, tous les acteurs, je pense que les personnes concernées ont parlé des personnes malades qui incitent à ce que la recherche avance. Les industriels ont très envie aussi d'arriver avec des produits innovants et offrir toujours des meilleurs produits sur le marché, mais également les autorités administratives comme la CNIL, mais surtout la Commission européenne aujourd'hui est très active sur enrichir cette culture de la donnée qu'on a en Europe, une culture intellectuelle, mais aussi industrielle. Donc, comment améliorer et enrichir les usages, ce qu'elle fait maintenant que tout le monde s'est emparé de la réglementation RGPD, se l'est appropriée, comprend comment l'appliquer au quotidien. Elle prépare un nouveau paquet législatif qu'on appelle la stratégie data de la Commission européenne, Data Act et Data Governance Act. Et il y a aussi un règlement sur la réutilisation des données à des fins de recherche en santé. Ok. Oui, effectivement, ça rentre dans cette stratégie, le fait de vouloir partager ces données à des fins de recherche pour améliorer, ce qu'on disait, la prise en charge. Et effectivement, la Commission européenne donc, a dans les tuyaux deux textes, notamment Data Act et Data Governance Act, qui vont dans ce sens-là. Avec le Data Act, pour résumer vraiment très largement, c'est la volonté d'inciter les utilisateurs, par exemple, d'objets connectés, à partager les données qu'ils recueillent aux industriels pour que les industriels puissent améliorer leurs services. Et le Data Governance Act qui, lui, va inciter les entreprises qui détiennent beaucoup de données parce qu'elles sont en lien direct avec les clients, à partager ces données avec des organismes publics pour faire avancer la recherche et faire avancer l'innovation au sein de l'Europe. Voilà, c'est ça. Donc, elle va proposer un socle qui permet de multiplier les cas d'usage de la santé, de multiplier les accès à des bases de données de santé, et puis proposer des cadres de valorisation de la donnée de santé. Donc, on peut parler de monétisation, par exemple, pour compenser le coût de la collecte, le coût de l'hébergement, le coût de la sécurisation, etc. Mais c'est plutôt d'un point de vue propriété intellectuelle, la valorisation. Elle va proposer, par exemple, si tu donnes accès à tel industriel à ta base de données, tel industriel va faire de la recherche grâce à ce jeu de données, et puis peut-être d'autres jeux de données, et en retour t'offrira des droits de propriété intellectuelle ou d'exploitation de ces algorithmes ou de ces résultats de recherche. Mais c'est ça, on était au départ sur des données de santé personnelle, donc avec
aucune patrimonialité, aucune notion de propriété sur les données, mais une maîtrise des données avec des droits donnés des droits aux personnes et une possibilité de faire de la recherche en interne par les entreprises. Là, on passe à des données qui ne sont plus personnelles et à des considérations plus de propriété industrielle. Donc, ce qu'on va faire avec les données, ce que ça va produire. Dans ce cas-là, on aura une propriété industrielle et intellectuelle qui va arriver. C'est exactement ça. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps, hein, RGPD, par rapport à d'autres cultures dans d'autres territoires ou d'autres continents. Mais et c'était un petit peu dur en tant qu'Européen, peut-être, de s'emparer de ce texte. Aujourd'hui, tous les acteurs sont responsabilisés. Et aussi, je pense que c'était important de passer par le RGPD pour arriver à des cas d'usage qui encouragent l'innovation et la recherche, pour que tout le monde, à ses différents objectifs et ses différents niveaux dans la chaîne de traitement de données, se sente en confiance. C'est ça. Et avoir des bases de données qui soient saines pour être réutilisées par la suite. Exactement, et fournir de meilleurs services. Et merci pour cet échange très instructif. On espère que ça vous a appris beaucoup de choses et intéressé. Donc, vous l'avez compris, les données de santé, c'est des données qui sont particulièrement sensibles, qui sont donc encadrées. Et comme on l'a montré au début de ce webinaire, ça nécessite de tout documenter, d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et dans ce cas, de documenter la conformité, ce qui peut aider, c'est d'avoir un outil comme ce qu'on propose chez Withic. C'est un outil qui permet de centraliser donc toute cette documentation. Également, comme tu le disais, quand on est dans une entreprise telle que WeThings, on a besoin de collaborer avec beaucoup de personnes qui détiennent le savoir. Absolument. Et une plateforme qui centralise permet de collaborer plus facilement, d'échanger avec les personnes, de leur demander de nous donner l'information. Ça nous donne également des tableaux de bord avec donc pour faire du reporting, mais aussi pour avoir des indicateurs de suivi et des indicateurs de sensibilité. Par exemple, ici, je peux voir que j'ai des traitements qui incluent des données sensibles dont font partie les données de santé, avec les analyses d'impact à réaliser. Je peux voir directement, donc l'avantage d'un outil, c'est aussi que c'est très fluide, ça permet de passer directement d'un document à l'autre. Là, je vois tous mes traitements qui contiennent des données sensibles, donc qui peuvent être ou non des données de santé. C'est aussi une plateforme assez adaptable, puisque là, moi, je traite des données de santé, je veux savoir, par exemple, qu'est-ce que j'ai comme norme, comme certification sur mes traitements. Parce que je veux savoir quels sont les traitements qui sont hébergés dans un hébergement certifié HDS. C'est un champ que j'ai rajouté parce que j'avais besoin de gérer cette information. Et donc, quand j'ai mon registre, je peux retrouver cette information, avoir accès ici à tous mes traitements qui sont certifiés HDS parce que je les ai identifiés comme tels. Et si j'ai envie de le transmettre à un tiers, un référent avec qui je travaille, je peux télécharger et exporter la partie du registre qui est concernée par ce filtre que j'ai créé. Une autre chose qui est intéressante dans l'outil qu'on propose, c'est qu'on a des filtres intelligents. Par exemple, je veux savoir quels sont les traitements pour lesquels je dois faire une analyse d'impact, donc j'en ai pas ici, mais le champ existe, mais j'en ai pas ici. Ça permet de filtrer aussi et de voir tous les traitements pour lesquels j'ai identifié un critère de sensibilité et qui ont besoin de faire une analyse d'impact pour lesquels j'ai pas fait. Donc là encore, je peux télécharger le registre avec ce champ-là et le partager à mes référents avec lesquels je veux travailler pour créer l'analyse d'impact, créer des réunions et travailler sur ce sujet. Et donc, comment remplir ce registre comme un registre classique en créant une nouvelle fiche de traitement. Mais quand on commence un projet de conformité, peut-être dans le domaine de la santé, on peut être vite submergé en se disant mais je ne sais pas par où commencer. C'est là qu'on intervient avec notre assistant registre, qui est une bibliothèque de fiches pré-remplies qui sont classées par secteur et par service. Et notamment, on a un secteur hôpital, on a un secteur santé. Et donc là, on a toutes nos fiches qu'on propose. Donc par exemple, là, j'ai coché plusieurs fiches parce que je fais ces activités-là. Et une fois que je les enregistre, elles arrivent directement dans le registre. Elles sont pré-remplies avec des informations sur les référentiels qui sont desquels sont issues les normes
que je dois appliquer et à partir desquelles les fiches ont été remplies, avec une description du traitement qui va nous donner des indications sur les finalités pour lesquelles on peut traiter ces données dans le cadre de cette activité, des indications également sur les données qu'on peut traiter, donc ça donne un indice quand on ne sait pas trop si on respecte le principe de minimisation sur les données qui sont conseillées. Également des conseils sur les durées de conservation, donc qui donnent un indice sur le fait que est-ce que la durée de conservation que j'ai définie est excessive ou non, et on a également un indice sur les risques. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure ici, on peut directement faire l'analyse ici de la sensibilité du traitement, donc savoir si on analyse l'impact à faire. Et par exemple, là, si j'ai une collecte de données personnelles à large échelle, et là, j'ai une collecte de données sensibles parce que je traite des données de santé, j'enregistre et on me dit que je dois faire une analyse d'impact. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant quand on va avec un outil, c'est qu'on peut lier ce traitement à une analyse d'impact en créant directement l'analyse d'impact ici à partir de la fiche. Une autre chose, dans l'aspect collaboratif, c'est que, par exemple, je pense quand on a parlé de la documentation HDS, la documentation à produire à l'organisme de certification, on veut pouvoir créer une documentation, demander aux personnes de collaborer, de nous envoyer les documents. Bon, par mail, ça prend beaucoup de temps et puis c'est pas toujours évident de classer. Et ici, on a un espace documentaire dans lequel on retrouve tous les documents qui auront été chargés dans les fiches de traitement, dans les analyses d'impact, etc. Mais dans lequel on peut aussi créer un dossier de toutes parts. Donc ici, j'ai créé un dossier documentation HDS dans lequel j'ai demandé à mes référents de charger des pièces. Donc, ce qui est possible directement sur la plateforme. Ici, j'ai créé des actions et j'ai assigné des personnes à ces actions. J'ai demandé, par exemple, à ma DPO de rentrer dans le dossier la politique de protection des données. Je vois qu'elle l'a fait. Je vois tout l'historique de ce qui a été fait et des actions qui ont été suivies. Et je peux suivre l'avancement du projet en parlant directement via la messagerie interne. Ce qui est assez rassurant, je trouve, d'avoir un outil quand on traite des données sensibles comme les données de santé, puisque on a à cœur de bien tout documenter, de pouvoir démontrer qu'on respecte la réglementation. Et ça permet d'alléger l'esprit aussi de savoir qu'on a cet outil dans lequel tout est centralisé, sur lequel on peut collaborer sans avoir une multitude d'outils. Exactement. Ça crée des petites checklists qu'on peut cocher au fil de l'eau. Exactement. Si vous voulez une plus grande présentation d'outils, on se fera un plaisir de vous le présenter. Je vais regarder si vous avez des questions. On espère que ça vous a intéressé, bien sûr. Alors, les questions. Alors, on a des remarques. L'anonymisation ne permet pas seulement de désacraliser la notion de réutilisation des données de santé, mais aussi de s'affranchir du RGPD. Absolument. Ah oui, absolument. Parce que après, jusqu'à ce que ça soit anonymisé, on reste au sein des exigences du RGPD. Par exemple, le RGPD gouverne le processus d'anonymisation. Et une fois que c'est anonymisé de manière irréversible, on peut laisser le RGPD derrière nous et avancer sur d'autres régimes juridiques. C'est ça. Alors, une question. Recourez-vous aux services proposés par le Health Data Hub, donc, qui est une plateforme de partage des données de santé pour la recherche? C'est des projets en cours de réflexion. D'accord. C'est des référentiels qui sont assez compliqués et voilà, c'est souvent très technique comme sujet qu'il faut réussir à faire en plus de tout ce qu'on fait pour nos clients au quotidien. Alors, une question sur la certification HDS. Bonjour, dans le cadre de la certification HDS, devez-vous établir des règles quant à l'archivage et à la destruction définitive des données? Ça c'est un RGPD, je pense, plutôt la question de la durée de
de conservation des données. Oui, parce que quand on fait le dossier de certification HDS, on doit démontrer donc notamment les normes de sécurité des systèmes d'information, mais aussi le respect de la protection des données, donc du RGPD, avec une démonstration du fait qu'on a une finalité pour traiter les données, qu'on respecte les directives du responsable de traitement lorsqu'on est sous-traitant, et notamment qu'on conserve les données selon une, une durée déterminée et le Voilà. sort qu'on en fait à la fin. C'est effectivement. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est une question pour WeThings. Quelle position adapte WeThings sur la question de la souveraineté numérique? Est-ce que c'est une question qui s'est posée chez WeThings? C'est une question très importante, hein, ne serait-ce parce que on travaille avec les autorités administratives françaises, que ce soit un établissement public de soins ou le ministère de la Santé en ce moment qui a une action Mon Espace Santé pour proposer un référencement des applications de santé en autosuivi ou sur des cas d'usage un peu plus professionnels pour échanger des données avec des médecins. Donc notre écosystème français nous demande de montrer patte blanche sur nos hébergements. Donc, on a la chance d'être hébergé par un hébergeur français qui a des serveurs en France. Tous ces serveurs sont en France. Ça, c'est nos activités en B2C. En B2B également, le même hébergeur pour les professionnels de santé, sinon on ne pourrait pas travailler avec l'administration publique. Et aux États-Unis, en fait, ils ont la même démarche de souveraineté. Donc, c'est pas propre à l'Europe ou à la France. Du coup, pour servir nos professionnels de santé américains, on a un hébergeur américain. C'est ça. Donc, ça fait des petits îlots autonomes. C'est très coûteux en infrastructure à dupliquer, à créer, etc. Mais ça vaut le coup puisque ça permet de rassurer les clients sur une maîtrise de leurs données. Une question. Les données pseudonymisées ne sont-elles pas des données indirectement identifiantes qui sont soumises au RGPD avec ses obligations? Si. Alors, on a peut-être pas été clair là-dessus, mais oui, les données pseudonymisées restent des données personnelles. Donc, elles restent bien soumises au RGPD, puisque on a une table de correspondance qui permet de refaire le lien avec les personnes. Et c'est une fois qu'elles sont anonymisées que là, elles ne sont plus identifiantes, puisqu'on a fait ce travail de mettre des techniques d'anonymisation et de vérifier qu'on n'était plus capable de réidentifier les personnes. Donc, tous les cas d'usage des données pseudonymisées font l'objet de fiches de traitement, de PIA, comme exigé par le RGPD. Et puis après, donc cette table de correspondance, il faut imaginer qu'il y a des gens qui travaillent pour délivrer la bonne information à Claire qui utilise nos produits. Donc ça, c'est vraiment l'équipe produit, la plateforme, etc. Donc, ils n'ont jamais accès à ces données de santé. Ils les voient jamais. Ils voient jamais les données de Claire. Par contre, ils doivent s'assurer à ce que leur système octroie la bonne donnée à la bonne personne, identifiée comme telle. Là, c'est les données identifiantes. Ensuite, cette plateforme, il y a des procédés pour retirer les données non identifiantes et créer une base de données non identifiantes documentée avec les fiches de traitement et les analyses de risque, de sorte à pouvoir les confier à la recherche. Et la recherche, ils parlent parfois à la plateforme, mais jamais ils se disent ah bah tiens, quelle est la donnée de Claire, quoi. Donc, et puis la table de correspondance, bon ça c'est pareil, c'est dématérialisé, il n'y a pas une fiche comme ça que les gens ont envie de voir ou pas regarder de temps en temps. Donc voilà, c'est deux personnes qui font des travaux très différents, et enfin deux équipes, enfin deux organisations avec leurs objectifs. Donc une équipe recherche qui va bénéficier d'une base de données avec beaucoup de poids associé à la taille, de sorte à pouvoir améliorer sa capture de mesures d'activité et vraiment pour le bénéfice du client. Donc après, c'est forcément très vertueux. C'est ça. Donc ça reste personnel, mais il y a bien des mesures pour cloisonner, pour que les personnes qui utilisent les données qui n'ont pas besoin d'identifier les personnes ne puissent pas les identifier. Voilà, et il faut se montrer responsable, accountable, comme dirait le RGPD, sur ce sujet également, en documentant tous ces traitements. Alors, si j'ai bien compris, WeThings n'est pas responsable de traitement. Vous n'avez donc jamais connaissance de l'identité des nouveaux clients patients. Alors là encore, si. WeThings est responsable de traitement dans les cas où il est en direct avec les clients. Le cas où vous n'êtes plus responsable de traitement, c'est une analyse qui a été faite sur la responsabilité.
c'est lorsque WithThings ne traite pas les données pour son propre compte, mais pour le compte des professionnels de santé qui vont proposer les produits à leurs patients. Voilà, on a cette plateforme de suivi à distance des patients, on a d'autres solutions par lesquelles nos clients vont définir les modalités de collecte et de traitement des données de santé de leurs patients. Donc, nous, on est un cran au-dessus dans la chaîne. Et dans ce cas-là, on n'a pas d'échange avec ce patient. Donc, on n'a pas l'occasion de lui dire nos données sont traitées comme ceci, notre politique de confidentialité, c'est celle-ci. Donc, on se repose sur notre responsable de traitement. On se repose, c'est un euphémisme. Hein. On discute, on prend des engagements contractuels pour que chaque partie prenne son rôle. Mais oui, effectivement, on n'entre pas en contact avec le patient dans ces cas-là et on ne connaît pas son identité. Cela dit, on a la plateforme de suivi des patients qui permet de créer des données patients. Donc, nous, en tant que WithThings, notre solution mise à disposition des professionnels, c'est comme un logiciel médecin. Oui, c'est ça. Je ne vois pas d'autres questions. S'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Vous recevrez un mail à la fin de la présentation avec le replay et notre contact. Également, si vous voulez une démo, vous aurez un lien pour voir plus en détail notre outil. Merci Claire. Merci Anne. Merci à vous pour la participation.